visualiser ce qui se passe au-dessus au niveau de la surface des ondes. Et c'est pas forcément facile à voir. Mais donc là, on a les ondes incidentes, c'est un peu le bordel parce qu'il y a des réflexions, c'est pas très facile à voir. Par contre, de l'autre côté, on a nos deux trous ici et ici, qui émettent chacun des ondes dans l'espace, qui émettent chacun des vagues. Et il y a des bandes où on voit rien du tout. Alors rien du tout, c'est un peu exagéré parce que la manip n'est pas parfaite, mais où il y a quand même beaucoup moins d'intensité des oscillations que par exemple au milieu. Au milieu, bah, on voit bien qu'il y a un certain contraste, hein, il y a des ondes qui se propagent là. Et pareil, ici, il y a des ondes qui se propagent dans cette direction. Mais il y a certaines directions où on ne voit pas grand-chose. En fait, ça, c'est un peu comme la manip de Touillon, parce que si vous imaginez votre manip avec le laser, il arrive ici, il tape les deux fentes, et la lumière qui sort des deux fentes se propage là, sauf que d'habitude, on ne voit rien avec la lumière, et ensuite, à la fin, on a un écran. Et à l'écran, on observe des franges, donc on observe certaines régions où il y a de la lumière, et certaines régions où il n'y a pas de lumière. Et ici, c'est à peu près la même chose qui se passe, sauf qu'on peut vérifier à l'œil ce qui se passe entre les trous et l'écran, parce qu'on a un moyen de visualiser les ondes qui se propagent au milieu. Donc on va retourner au tableau. On va essayer d'expliquer ça. On peut peut-être allumer les lumières, histoire d'avoir un tableau clair. Ok. Je suis un peu coupé. Ah ouais, j'ai la tête. Ouais. Ça va le faire. Un peu. Je peux remonter un peu le tableau aussi, ouais, c'est clair. C'est pas trop mal là comme ça? C'est top. Ok, bon, allez. Non, je suis pas dedans là. On te voit très bien. Moi on voit, ça va. Un bon compromis entre le tableau et toi. Ouais, ok, top. Super. Moi j'ai le retour, ça va, je vois à peu près ce qui se passe. Ça marche bien. Ok. Bon, bah du coup, on va devoir un peu développer la théorie pour ça. Alors, j'ai commencé à prononcer le mot, à dire que c'est des ondes. Le truc qui est un peu sympa, c'est que c'est deux systèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. La lumière, vous avez peut-être entendu que c'est une onde électromagnétique, mais on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un champ électromagnétique, on ne connaît pas les lois de la propagation. L'eau, ça n'a rien à voir avec la lumière, il y a des petites vagues à la surface de l'eau, mais les deux font le même phénomène. Et la beauté de ça, c'est qu'on peut prendre toutes nos hypothèses, les compiler dans une seule hypothèse, dire il y a des ondes qui se propagent, et à partir de ça, on va pouvoir décrire les deux phénomènes d'une pierre deux coups, même si la physique derrière n'a rien à voir. Donc, on va y aller. Je vous rappelle rapidement la définition, la propriété un peu fondamentale des ondes à partir desquelles on va bâtir le truc. C'est que si je vous dessine la surface de l'eau, à un instant donné, donc il y a une petite vague qui va se propager, et disons qu'elle va vers la droite, ça c'est à l'instant T. Quand on attend un peu, bah, tout ce qu'elle va faire, c'est s'être décalée dans l'espace, donc il y a sa forme initiale qui était à l'instant T, et maintenant à T plus une certaine durée delta T, elle aura bougé d'une distance qui vaut C fois delta. Et le coefficient C, donc, qui relie la distance que parcourt l'onde en un certain temps, au temps qui s'est écoulé, c'est la célérité de l'onde. Et donc c'est la vitesse de l'onde. Hein. Globalement, célérité, c'est juste un mot compliqué pour dire vitesse. Ça a les mêmes unités que la vitesse, du coup typiquement des mètres par seconde. Et je précise aussi sur la notation C, d'habitude C c'est la vitesse de la lumière dans le vide. En fait ça peut désigner la vitesse de n'importe quelle onde, simplement quand on précise pas, quand on n'a pas de contexte autour, c'est généralement la vitesse de la lumière dans le vide. Ici ça va être du coup soit la vitesse de la lumière, soit la vitesse des ondes sur l'eau, et du moment qu'on connaît C, on va pouvoir décrire ce qui se passe. Ça c'est facile, mais c'est un peu le cas bébé, parce que l'onde ne se déplace que dans une direction. Hein, j'ai fait juste un dessin en 1D de la surface de l'eau. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est comprendre ce qui se passe quand l'onde se déplace dans l'espace. Donc typiquement, sur la surface de notre cuve à ondes,
ce qu'on voyait de haut, si je dessine le plan de l'eau ici, c'est qu'on avait des ondes qui étaient émises ici, on avait nos deux murs avec les deux trous, et puis de l'autre côté, on avait cette forme compliquée là avec certaines directions vis-à-vis des ondes qui se propagent, et d'autres directions où il n'y a rien qui se propage. Et donc là en 2D, alors on est bien content de connaître la célérité, mais il faut quand même un peu plus d'infos pour savoir comment l'onde elle bouge dans l'espace. Et en fait, si je pose la même question avec la lumière, paradoxalement c'est un peu plus simple, parce que vous connaissez déjà un peu d'optique, et vous connaissez un peu déjà d'optique géométrique notamment, et donc vous avez des principes un peu généraux pour la propagation de la lumière. Vous savez qu'il y a des rayons lumineux qui en général vont tout droit, sauf quand il y a éventuellement un miroir, auquel cas il se reflète contre le miroir avec la loi de Snell-Descartes, ou alors quand il y a une interface entre deux milieux, auquel cas il y a un rayon reflété et un rayon réfracté derrière, etc. Et donc si on dit que la lumière c'est une onde comme les vagues sur l'eau, normalement tous ces infos qu'on a à partir des rayons, on devrait pouvoir les interpréter aussi en fonction des ondes. Et donc c'est ce qu'on va faire, mais l'élément manquant c'est le lien entre les rayons et les vagues sur l'eau, et la hauteur de la surface de l'eau. Et l'idée, c'est que les rayons ils nous donnent la direction de propagation de l'eau en tous les points. Donc si je dessine un rayon qui se déplace dans une certaine direction comme ça, ce que je fais en fait c'est que je dis que il y a mes ondes derrière qui sont orientées perpendiculairement au rayon, et quand le rayon se déplace comme ça veut dire que les ondes se décalent comme ça. Donc si je regarde ma cuve à ondes ici, je peux dessiner les rayons par-dessus le motif d'onde, et donc je sais que là, tous les rayons, ils sont simplement émis par notre petite barrette là oscillante dans l'eau, et ensuite ici, ils se propagent un peu dans toutes les directions, sauf qu'il y en a certaines qui sont bloquées, où il n'y a pas d'intensité qui se propage. Donc ça c'est pratique parce que ça permet de réutiliser des raisonnements d'optique géométrique pour déterminer la propagation des rayons dans plein de situations différentes, et donc d'avoir une petite idée d'à quoi ressemble le motif des ondes. Le seul problème c'est que ça ne peut pas gérer tous les cas, en particulier ça oublie complètement les histoires de longueur d'onde, de la vague qui se propage ou de la lumière dans le cas du laser. Et c'est pas adapté pour décrire des propagations dans des obstacles ou dans des trous petits. Si vous avez un trou qui est de l'ordre de la longueur d'onde, ou qui est même plus petit que la longueur d'onde, l'optique géométrique ne va pas marcher à ce moment-là. L'optique géométrique, c'est une sorte de limite à grande échelle de la propagation des ondes. Ça marche bien quand le miroir il est super grand par rapport à la longueur d'onde, mais ça marche pas quand il est de l'ordre de la longueur d'onde. Donc il va falloir un peu raffiner notre image un peu grossière de l'optique géométrique, pour comprendre ce qui se passe quand on a des petits trous et des superpositions d'ondes comme ça. Donc avant de faire ça, je vais juste rappeler un petit peu, vu que j'ai commencé à parler de longueur d'onde, ce qui se passe au niveau d'une onde oscillante comme ça dans le temps. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi les caractéristiques qui la définissent? Comme ça, on est tous sur le même pied, même si vous avez probablement vu ça avant. Donc si je dessine une vague comme ça dans l'espace, un certain axe X, donc disons c'est le bord de ma cuve à ondes ici, et ce que je dessine c'est par exemple Z, où Z c'est l'altitude de la surface de ma vague, et ça je dessine ça disons à un instant donné. Ça c'est une onde assez particulière en fait. Des ondes, on peut en avoir de toutes les formes, on peut en avoir des carrés, on peut en avoir des triangulaires, on peut avoir n'importe quoi comme onde. Mais les ondes qu'on a choisi d'utiliser, donc celles qu'on a réussi à faire émettre par notre cuve à ondes et celles que le laser émet, c'est des ondes un peu particulières, donc qui ont une forme sinusoïdale comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle des ondes harmoniques. Et la seule définition des ondes harmoniques, c'est que la forme de la perturbation, donc ici la forme de la surface de l'eau, c'est un sinus. Quand je dessine comme ça Z,
bah, c'est plus facile de l'interpréter en fonction de l'eau. Mais je vous ai dit que tous les raisonnements marchaient aussi avec un laser et de la lumière. La question à ce moment-là, c'est qu'est-ce que c'est Z? Et ben Z, c'est une des composantes du champ électromagnétique, vu qu'on sait que la lumière, c'est une onde électromagnétique. Et effectivement, on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas ce que ça veut ne veut pas dire grand-chose. Mais j'ai dit qu'on n'avait pas besoin de savoir précisément comment une onde ça marchait, enfin, qu'est-ce qui faisait qu'elle se propageait. Si on sait que c'est une onde, on peut quand même dire des choses dessus. Donc pour le moment, on va juste dire que Z, bah, c'est une certaine grandeur qui caractérise la lumière. Dans le cas des vagues sur l'eau, c'est clair, c'est l'altitude de la surface. Dans le cas de la lumière, c'est moins clair. Mais on va admettre qu'on a une certaine grandeur Z, comme ça, qui varie dans le temps et l'espace. Et donc, dans le cas des ondes harmoniques, cette grandeur est sinusoïdale, dans le temps et dans l'espace. Donc ça, c'est un sinus. Il y a des grandeurs qui caractérisent ce sinus. Par exemple, il y a sa hauteur. Donc, on va appeler ça l'amplitude, A. Donc c'est la distance entre la moyenne du sinus et ses maxima ou ses minima. Je vais peut-être mettre le nom. Et puis il y a la longueur d'onde, qui est la taille du motif sinusoïdal qui se répète. On est déconnecté depuis le début. Plus de réseau. C'est déconnecté. C'est affreux. Je vais mourir sur place, probablement. Respire. Non mais c'est mon envie ça. Bizarre, pourquoi ça me déconnecte? Comment je fais? Bah je peux regarder. Moi. Ça marquait instable depuis au moins 5 minutes et Ah merde. ça crache après. Ah, ça a craché pour tout le monde. Vous êtes connecté sur quoi? Sur mon hotspot. Ah mais là il est déconnecté, il est déconnecté. Je suis déconnecté. Déconnecté. Ah, il capte plus du tout. Non, internet. D'accord. Enfin, il le capte, mais il n'y a pas d'internet dessus. Ah merde. Oui. Je sais. Effectivement, j'ai pas. Oui. Ah, c'est parce qu'il est trop C'est lui chaud. qui va pas bien. Bah, je partage le code si vous voulez. Ouais, tu partages le tien? Je partage la co. J'en ai mis pas mal de monde en plus derrière. Et à mon dire, ah, partage de co. Plus de 100%. Est-ce qu'on peut voir ma co? Bonne chose. Voilà, c'était du courage. Il y a quoi de froid? Ça fait quelle heure? Putain, c'est des questions. On fera un débrief. Ça sent plus frais, ça. Après, je te pique ta souris, Camille. Ouais, quand tu veux. Tu vas jouer à C'est bon. C'est bon, alors attendez. Il y a ma co. C'est bon. Il faut relancer quelque chose ou pas? Oui, c'est ça. Son, c'est ça va, c'était pas trop bon sur le temps. Non, Déjà que je ne pas déranger pendant son speech. t'as de la meilleure coque que moi, toi. Non, oui. Hop, c'est t'es malade. Ah, mais je me lance. Je me bien le plan. Tu peux faire le. Putain, c'est un jardin. Attends, non, non. C'est bon, ok. Et comment on relance du coup? Comment il... Normalement, c'est toujours. Oui, mais il faut faire un truc, non? Parce que là, attends. Je sais pas. Cherche la pêche, toi, peut-être. Cherche ta pêche, peut-être. Non, c'est déconnecté. C'est hors ligne, carrément. C'est hors ligne. Sinon, on stop streaming et on recommence. Stop. Bah, on fait les deux. Stop streaming. Ah. Attends. Oh. C'est pas clair. C'est reparti, peut-être. C'est live instable, mais c'est pas grave. Il va être déconnecté. Peut-être en live. Ah. C'est bon. Top.
Faut que tu... Par contre, faut que tu... Ah oui, non, mais c'est bon. Ça passe? Ok, Attends, juste. Bon, bah. Hop. Je reprends, du coup. Rien s'est passé. J'étais sur la définition de la longueur d'onde, histoire qu'on soit tous d'accord. Donc, là, c'est la longueur d'onde. Et la conséquence d'avoir une onde sinusoïdale dans l'espace, c'est qu'elle est sinusoïdale dans le temps aussi. C'est-à-dire si vous regardez à un point donné de l'espace, mais que vous la laissez évoluer dans le temps, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se décaler progressivement, et du coup, vous verrez successivement les minima et les maxima de l'onde. Et donc on peut définir aussi l'équivalent de la longueur d'onde dans le temps. Donc si je refais le même schéma en fonction du temps en un point donné, bah, vous avez toujours l'amplitude qui est la même, sauf que la période, enfin, la longueur du motif ici c'est une durée, et donc c'est ce qu'on appelle T, la période de l'onde. J'en profite tant qu'on est dans les définitions comme ça, histoire que vous les ayez vues une fois. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Et il y a un truc en revanche qu'il faut savoir, qui n'est pas forcément fait tout le temps, c'est que la période et la longueur d'onde, elles sont reliées quand même entre elles. Donc là, j'ai commencé à expliquer que, vu que l'onde était périodique dans l'espace, elle était aussi périodique dans le temps, parce que ce motif-là se décalait vers la droite à une certaine vitesse qui est la célérité de l'onde. Mais ça nous permet de lier lambda et t. Parce que si vous avez le motif comme ça à un certain instant, et que vous attendez une période, donc vous attendez t, vous savez que l'onde est censée redevenir égale à elle-même. Hein, la période, c'est la longueur entre deux points où l'onde vaut la même forme, en tout cas où l'onde est égale. Et donc si vous attendez t ici, vous savez que vous retrouvez le même motif. Sauf que quand on suit l'onde se décaler, bah, d'abord elle fait ça, ensuite elle se décale encore plus, puis au bout d'un moment, elle s'est décalée tellement qu'elle redevient égale à elle-même, donc que ses maxima coïncident à nouveau avec ses maxima, etc. Donc là, on a eu un déplacement comme ça de l'onde. Donc on a eu un déplacement de longueur lambda, et ça correspond au temps minimal qu'il faut attendre avant que l'onde redevienne égale à elle-même. Donc ça vaut aussi la période. Et donc ce qu'on sait, c'est que lambda, ça correspond à la distance qu'a parcouru l'onde pendant le temps t. Et donc par comparaison avec la formule delta x égale c fois delta t, on sait que la longueur d'onde est proportionnelle à la période comme ça. Donc en gros, si vous fixez la période, vous fixez la longueur d'onde, et si vous fixez la longueur d'onde, vous fixez la période. Donc par exemple, dans la cuve à onde, il y a notre petite barrette qui oscille avec une certaine période dans le temps, avec une certaine fréquence, et la longueur d'onde est déterminée automatiquement à partir de ça, juste étant donné la vitesse de l'onde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la relation de dispersion. Et ça caractérise en quelque sorte le milieu dans lequel vous vous propagez, vu que ça donne l'information de la vitesse. Là, ici, dans les cas simples qu'on va traiter, la vitesse dépend ni de la période, ni de la longueur d'onde, ni de l'amplitude de l'onde, etc. Il y a des cas plus compliqués où ça peut dépendre de tout ça. Donc dans les cas simples qu'on étudie, on va dire que c'est des milieux non dispersifs, donc qui ont cette relation de dispersion-là toute simple. Normalement, vous n'aurez pas à traiter de milieu dispersif, mais c'est un mot qu'on peut voir de temps en temps, milieu dispersif, donc ça vous explique au moins pourquoi c'est défini comme ça. Donc maintenant qu'on a un peu rappelé à quoi ça ressemble une onde sinusoïdale, je peux dire en deux mots pourquoi c'est important. Parce que pour la cuve à onde, bon bah, soit c'est ça qui se passe quand on a notre petite barrette qui oscille dans l'eau, on a une onde harmonique, c'est pas évident, mais c'est facile à admettre. Pour la lumière, c'est moins clair que ce soit une onde harmonique qui est émise par le laser. Mais en fait, c'est le cas. Chaque couleur du spectre électromagnétique correspond à une longueur d'onde donnée.
Donc là, on est dans le rouge, donc c'est typiquement autour des 650 nanomètres. C'est des longueurs d'onde très petites, donc un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Je vous fais pas tout le détail du spectre électromagnétique, ça c'est des trucs que vous voyez typiquement en terminale, mais c'est juste pour rappeler ça. Maintenant, on va faire des trucs un peu plus intéressants. On va essayer de comprendre pourquoi on observe ce qu'on observe dans les trous de Young et dans la cuve à ondes. Et pour ça, il va falloir étudier ce qui se passe quand on a deux ondes qui apparaissent au même endroit. Donc si je refais le schéma de la cuve à ondes, si je regarde un rayon lumineux qui arrive par là, il arrive dans un trou qui est tout petit par rapport à sa longueur d'onde. Et donc on sait que l'optique géométrique marche plus pour décrire ce qui se passe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le trou, il va agir en fait quasiment comme une source d'onde à nouveau, comme une source ponctuelle. Donc si je refais le schéma juste avec un trou, bah notre onde qui arrive à travers, elle va se retrouver envoyée dans toutes les directions après. Donc en fait, pour un rayon lumineux incident, on a un rayon qui repart dans toutes les directions. Et ça, bah, bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on retrouve en optique géométrique, c'est vraiment dû parce qu'on a un tout petit trou. Hein, ici, si je fais en une autre couleur, la distance là, une ouverture du trou petite. Et la conséquence de ça, à gauche, c'est que si vous regardez un point ici, par exemple, bah, il va être rejoint par un certain rayon qui vient du premier trou, mais aussi par un autre rayon qui vient du deuxième trou. Et donc en fait, on comprend que le problème pour décrire pourquoi est-ce qu'on a ces régions avec peu d'amplitude et pourquoi on a ces régions avec une grande amplitude, ça revient à dire bah, qu'est-ce qui se passe quand on ajoute nos deux ondes ensemble. Quand on prend l'onde qui vient du premier trou et l'onde qui vient du deuxième trou, et qu'on les met les deux au même endroit. Si je dessine, enfin si je donne un nom déjà à ce point-là, ça veut dire que c'est le point M. Si je dessine la forme de l'onde en ce point-là, bah, va y avoir une composante qui vient de la première onde, donc on va appeler ça le trou 1 et ça le trou 2. J'ai une certaine contribution à la hauteur de l'eau qui vient du premier trou, donc en fonction du temps, et une certaine contribution à la hauteur qui vient du deuxième trou, en fonction du temps. Donc qui vient du premier rayon et qui vient du deuxième rayon. Et la question c'est comment est-ce que les deux se combinent ensemble? Et ben, dans la plupart des cas, et c'est le cas pour toutes les ondes que vous aurez à étudier, il y a quelque chose qui est vrai qui s'appelle le principe de superposition, et qui vous dit que l'altitude des vagues s'ajoute entre elles. Donc quand vous avez une certaine altitude qui vient du point 1 et une certaine altitude qui vient du point 2, l'altitude totale, c'est juste la somme des deux. Alors c'est relativement raisonnable hein, pour des vagues, ça se comprend pas trop mal. Et donc ça va faire que l'onde totale qu'on voit au point M, c'est la somme des deux. Et donc vous voyez que là, les deux ondes, elles se ressemblent, hein, je les ai dessinées comme s'ils étaient exactement les mêmes. Et donc la somme, elle aura aussi la même forme. Simplement ici, si j'ai une amplitude A, et la même amplitude A de l'autre côté, l'amplitude que j'observerai ici, ça vaut 2A. Bon ça c'est le cas simple, parce que la longueur des chemins parcourus par le rayon 1 et par le rayon 2, jusqu'au point M, est à peu près la même. Mais si je prenais un point par ici, donc si je refais le schéma en changeant de point, bah là clairement le rayon 1, il est beaucoup plus long que le rayon 2. Et donc je ne peux pas les dessiner comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est que
le rayon 1, il a le temps de voir défiler beaucoup plus de maxima et de minima de l'onde que le rayon 2 dans le trajet. Et donc si je dessine la tête de la forme de l'onde qui sort du trou 1, donc Z1, non plus en fonction du temps, mais en fonction de l'espace, de la position selon le rayon 1, bon, ça part d'un certain état, disons un maximum, et ça fait des oscillations comme ça. Mais si je dessine la même chose le long du rayon 2, en fait, on voit à peu près la même chose, sauf que le point M arrive beaucoup plus rapidement. Hein, donc disons que le point M, il arrive quand on est ici. Donc ça, c'est le point M. Donc ce que je dessine là, c'est si je pars du trou 2 et que je suis le rayon, bah, je pars du trou 2, je suis le rayon, et puis je regarde la tête de la surface de l'eau au cours de ce parcours jusqu'au point M. Et si je fais la même chose en partant de 1, bah, j'ai le même schéma, sauf que M arrive beaucoup plus loin. Donc par exemple ici. C'est juste dû parce que le rayon 1 est plus long que le rayon 2. Du coup, le temps de parcourir tout le rayon, de partir du trou 1, puis d'arriver jusqu'au point M, c'est plus long que quand on le fait pour le trou 2. Sauf que ça fait qu'on ne peut pas faire ce même schéma à cet endroit-là. Parce que quand l'onde 1 arrive, par exemple, elle a un minimum, mais quand l'onde 2 arrive, elle est à un maximum à la place. Et donc quand on somme les deux, on ne peut pas supposer qu'elles sont synchronisées dans le temps comme ça. Donc ici, ce qu'on voit là, c'est quand l'onde 1 est un maximum, l'onde 2 est un minimum. Voilà, bien que je la dessine comme un truc comme ça. Mais du coup, leur somme, ça ressemble pas du tout à ça. Parce que leur somme, quand il y en a une qui est grande, l'autre est petite. Et donc la somme fait 0. Et si je me décale un peu dans le temps, je vois que l'autre est petite, mais la première est grande. Donc la somme fait toujours 0. Donc en fait, c'est la somme des deux ici. Ça fait 0 tout le temps. Et donc ça explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas qu'on voit pas, ou en tout cas peu d'oscillations ici. C'est parce qu'une des ondes arrive décalée par rapport à l'autre et annule toutes les oscillations qui se passent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des interférences. Donc les interférences, c'est quand on a deux ondes qui viennent de deux endroits différents et qui s'ajoutent en un point donné. Et ces interférences, on a vu qu'elles pouvaient être de deux types. Soit les deux ondes qui arrivaient étaient bien synchronisées l'une avec l'autre, et donc leurs amplitudes s'ajoutaient, leurs maxima apparaissaient aux mêmes instants, et donc créaient une onde d'amplitude 2 fois l'amplitude initiale. Soit elles arrivent décalées, et donc les maxima de l'une des ondes coïncident avec les minima de l'autre onde, auquel cas elles s'annulent complètement, et on ne voit plus d'oscillation. Donc ces deux cas s'appellent des interférences constructives et destructives. Et donc je vais refaire un petit schéma pour récapituler ça. Donc quand elles arrivent bien synchronisées, on dit qu'elles sont en phase. Et ça donne une onde d'amplitude 2 fois plus grande. Ça, c'est les interférences constructives. Mais si elles arrivent décalées, donc
que l'une a son maximum pendant que l'autre a son minimum. Un truc comme ça. On dit qu'elles sont en opposition de phase. Et à ce moment-là, leur somme est nulle. Il y a zéro, il n'y a rien du tout. Ça, c'est des interférences destructives. Et donc en fait, le jeu, ça devient de calculer la longueur des différents rayons qui arrivent jusqu'à un même point, et de l'utiliser pour déterminer si les deux ondes arrivent en phase ou en opposition de phase, pour savoir si on va observer une hauteur des vagues à ce moment-là ou pas. Et pour la lumière, c'est la même chose. Le désavantage avec la lumière, c'est qu'on ne voit pas le parcours des rayons entre les trous et l'écran, mais on sait qu'une fois qu'ils arrivent sur l'écran, il y a deux rayons qui arrivent. Il y en a un qui est passé par le premier trou, et l'autre qui est passé par le deuxième trou. Et donc la somme des deux peut soit donner une grande intensité lumineuse quand ils arrivent en phase, soit donner rien du tout, donc pas de lumière, donc une frange sombre, quand elles arrivent en opposition de phase. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on détermine quand elles sont en phase et en opposition de phase? Et bien en fait, j'ai quasiment déjà donné la réponse, il faut regarder la longueur des rayons parcourus jusqu'au point qu'on considère. J'ai pas précisé au début, mais je peux le dire maintenant, sur notre site, il y aura des polis, hein, donc vous embêtez pas, typiquement si vous êtes sagement en train de prendre des notes, tout sera bien clair, bien récapitulé sur un poli qu'on mettra juste à la fin, et il y aura des belles images, etc. Donc la question c'est comment déterminer si une interférence est constructive. Je vais reprendre le schéma que j'ai fait avant, où j'avais le parcours des deux rayons. Jusqu'à un point donné. Et où j'avais dessiné le long de la position du premier rayon la première onde, et le long du deuxième rayon, la deuxième onde. Donc il partait initialement... Ouais, on va faire ça comme ça. Qui partait initialement dans le même état, hein. Là elles sont en phase, et qui se propagent mais sur des longueurs différentes. Hein, donc vous avez une certaine longueur L1, disons, que parcourt le premier rayon, et une certaine longueur L2 que parcourt le deuxième rayon. Et donc cette longueur-là, c'est L2, et cette longueur-là, c'est L1. Et dans les deux cas, elles arrivent au même point, qui est le point M. Et donc ce qu'on voit, c'est que là, le maximum de l'une des ondes est atteint au même moment que le maximum de l'autre des ondes. Autrement dit, les interférences vont être constructives ici. Les deux ondes arrivent en phase parce que leurs maxima coïncident, donc elles sont toujours synchronisées l'une avec l'autre, et elles vont produire une onde d'amplitude double. Mais si j'avais une longueur légèrement différente pour L2 par exemple, si mon L2 il valait ça, là j'aurais une interférence destructive, parce que quand j'arrive au point M, le minimum d'une des ondes coïncide avec le maximum de l'autre onde. Et donc ce qu'on peut comprendre à partir de ce schéma, c'est que ici, pour faire des interférences destructives, il y a une distance d'une demi-longueur d'onde entre les deux longueurs L1 et L2. La distance entre un minimum et un maximum de l'onde, c'est lambda sur 2. Sauf que quand elles étaient en phase, donc quand j'atteignais seulement le point ici, la distance valait lambda. Il y avait une longueur d'onde complète qui séparait chacune des deux ondes, mais vu que les ondes se ressemblent à une longueur d'onde près,
et ben les maxima de l'une arrivaient au même moment que les maxima de l'autre. Et donc toute la conséquence de ça, c'est que pour savoir si une interférence est constructive ou destructive, il faut regarder la différence de longueur entre les deux chemins et savoir si c'est un nombre entier de longueur d'onde ou un nombre entier de longueur d'onde plus une demi-longueur d'onde. Donc c'est ça qu'on va faire, on va appeler delta la différence de longueur des chemins, donc L2 moins L1, et c'est ce qu'on appelle la différence de marche. Et ce qu'on a dit, c'est que si delta, c'est un certain nombre entier de longueur d'onde, donc un nombre entier, les deux ondes se ressemblent quand elles arrivent au point M, les maxima de l'un apparaissent au même moment que les maxima de l'autre, et donc elles vont faire des interférences constructives. En fait, on peut même dire n appartient à z. Ça peut être un nombre négatif. Comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter à définir delta qui soit positif. Hein, on peut prendre la différence de l'onde, la différence des longueurs dans le sens qu'on veut. Et on peut regarder juste si ça coïncide avec un certain nombre de longueurs d'onde. Par contre, si delta c'est un nombre ennemi de longueur d'onde, donc avec toujours n moins z, à ce moment-là, les interférences sont destructives. Bon, bah du coup, le nouveau but de notre méthode, c'est de calculer delta. Donc si on vous donne une situation avec plusieurs ondes qui interfèrent et qu'on vous dit déterminer où est-ce qu'il y a des interférences constructives et où est-ce qu'il y a des interférences destructives, ce qu'il faut faire, c'est calculer la différence de marche en un point donné, entre les deux rayons qui atteignent chacun des points de l'espace, et déterminer si cette différence de marche, c'est un multiple entier de la longueur d'onde ou un multiple entier plus une demi-longueur d'onde. Bon, alors bien sûr, il y aura des points où ce sera ni l'un ni l'autre, où ça tombera entre les deux. À ce moment-là, on aura un cas intermédiaire entre les interférences complètement constructives et les interférences complètement destructives, et on aura une amplitude qui sera moyenne, qui ne sera pas complètement nulle, qui ne sera pas complètement maximale, mais qui sera entre les deux. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est calculer cette différence de marche pour le cas des trous d'ion, donc de la manip qu'on a vue ici, soit sous forme avec les lumières, soit sous forme avec les vagues sur l'eau. Mais donc notre but, c'est de calculer delta. Donc je peux dessiner la manip avec le laser, par exemple, pour changer. Donc j'ai mes deux trous ici. J'ai mon faisceau laser qui arrive là. Donc il passe par chacun des deux trous. Et puis très loin ici, j'ai mon écran. Donc mon écran, disons qu'on regarde à une position D, enfin une distance D. Puis j'ai, pour chacun des points de mon écran, j'ai deux rayons qui l'atteignent. Un rayon qui part du premier trou et un rayon qui part du deuxième trou. Vous voyez, pas très droit mon deuxième rayon, mais... Voilà, il n'est pas droit non plus. C'est affreux. Notre point M, ici, on va le paramétriser en fonction de sa position sur l'écran qu'on va appeler Y. Et vous voyez que pour chacun des points M, on a deux trous, deux rayons qui atteignent ce point-là. Donc on va leur donner des noms, hein. On a le rayon 1 et le rayon 2. Et la question, c'est quoi la différence de longueur entre L1 et L2 ? Ça vaut quoi, ça ? Bon, alors là, c'est le moment d'un problème de géométrie. Hein. Vous avez, dans votre physique, vous avez déterminé qu'il faut que vous
calculer la différence de marche. Bon bah maintenant, il faut juste faire de la géométrie pour calculer L1 et L2. Donc c'est une petite boîte à part dans votre exo. En réalité, c'est pas complètement facile comme problème de géométrie, mais on va pouvoir utiliser une petite astuce. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la géométrie, dites-vous juste, bah, c'est une étape de calcul. On a ce problème là où il faut déterminer la différence de marche. Je vais le faire pendant 5 minutes, on va faire ça. Et après, on reprendra la physique. Et si vous aimez pas la géométrie, vous pouvez juste oublier ces 5 minutes et repartir à partir de l'expression de la différence de marche qu'on admettra. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui est fait en cours de terminale. On vous donne l'expression de la différence de marche et on vous fait travailler avec. Ici, quand même, histoire de pousser les trucs un peu plus loin, on va voir comment la calculer. Mais c'est un calcul spécifique pour le montage des trous de Young. Ça ne servira pas dans d'autres contextes. L'idée, c'est de dire si mon écran est très loin de la position des deux trous, bah, les deux rayons, ils vont vraiment pas être orientés très différemment. Ils sont quasiment parallèles en sortant des deux trous. Vous voyez que là, si je dessine l'angle qu'ils font par rapport à l'horizontale, j'appelle ça θ2 et θ1 pour chacun des deux rayons, en fait, c'est des angles qui sont super proches. Alors là, j'ai dessiné ça de manière un peu exagérée, mais vous voyez que les deux rayons, ils partent quasiment dans la même direction, en fait. Et donc l'approximation qu'on va faire, c'est que quand D est très grand par rapport à la distance entre les deux trous, nos deux rayons, ils vont partir quasiment parallèles les uns avec les autres. Mais s'ils sont parallèles, à ce moment-là, on peut se contenter de regarder la différence proche des trous. Si je fais un schéma un peu zoomé sur les deux trous, et que je fais les deux rayons qui partent avec le même angle, donc appelons cet angle θ, bah, une fois qu'ils partent avec cet angle-là, ils vont rester parallèles l'un avec l'autre très longtemps. Et donc, quand ils vont taper l'écran, qui sera quelque part par là, ils vont le taper tous les deux dans la même direction, mais ils n'auront pas accumulé de différence de marche sur toute cette distance-là. La seule différence de marche qu'ils ont accumulée, c'est ici, c'est disons pendant le changement de direction, et une fois qu'ils sont parallèles, bah, ils se baladent les uns avec les autres, mais ils parcourent la même distance jusqu'à taper l'écran. Autrement dit, la position de l'écran n'a pas trop d'importance, étant donné qu'on fixe l'angle θ, parce que si je décale l'écran comme ça, entre deux positions différentes, typiquement si j'ai l'écran ici ou l'écran ici, c'est la même différence de marche dans les deux cas. Donc c'est une petite astuce un peu mystérieuse, mais encore une fois, je vous le fais une fois pour que vous l'ayez vu pour les trous de Young, mais c'est pas un truc fondamental à retenir. Le principe de cette astuce, c'est que si vous pouvez faire glisser l'écran comme ça, sans changer la différence de marche, bah, autant imaginer qu'on le place ici, donc perpendiculairement au deuxième rayon, perpendiculairement aux deux rayons. À ce moment-là, la différence de marche, c'est juste cette petite longueur-là, puisqu'après qu'ils se déplacent parallèles, ils accumulent plus de différence de marche. Donc ça, c'est delta. Et donc pour calculer, il faut le faire un peu de géométrie. Donc si on connaît la distance entre les deux trous, on va l'appeler E. On peut faire un report d'angle et réaliser qu'ici, on a aussi un angle θ. Et donc delta, il faut voir un peu la trigonométrie. Hein. Delta, on a un triangle rectangle ici entre les deux trous et ce point-là. Et donc on va projeter cette longueur E sur le côté opposé du triangle. Donc c'est un sinus. C'est E fois sinus de θ. Alors ça, c'est une astuce géométrique un peu mystique. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous ne retenez pas, vous n'aurez pas besoin de la réutiliser. Par contre, ce qui est important, c'est ce qui suit. C'est, étant donné l'angle, comment vous liez l'angle à la position sur l'écran. Parce que nous, les paramètres qu'on s'est donnés à la base, c'est Y et D. Et donc, il faut calculer θ en fonction de Y et D. Alors ça, a priori, c'est pas super compliqué. Si vous avez un grand triangle rectangle ici avec Y sur le côté, D là et θ là, où les deux points, enfin les deux trous, ils sont quasiment au même endroit ici, en comparaison. Vous savez que tangente θ, ça vaut Y sur 2. Mais il y a une simplification qu'on peut faire,
c'est qu'on a supposé que D était vraiment très grand, donc qu'on regardait, qu'on plaçait l'écran très loin des trous, et quand vous avez vu la manip avec le laser, bah, effectivement, les trous sont très très loin de l'écran. C'est l'approximation des petits angles, et donc ça c'est un truc à retenir, donc je vais l'écrire en haut. Ça sert vraiment tout le temps. Quand vous avez un angle faible, à ce moment-là, son sinus et sa tangente ressemblent à l'angle. Donc on a sinus de θ qui vaut à peu près θ, tangente de θ qui vaut à peu près θ aussi, et son cosinus il vaut à peu près 1. Ça c'est vraiment une approximation qui est faite très souvent, et donc il faut retenir et savoir utiliser. Et donc ici, dans les hypothèses où D est très grand par rapport à Y, on sait que θ va être très faible, et donc on peut écrire θ c'est à peu près égal à sa tangente, qui vaut Y sur D. Donc on a θ à peu près égal à Y sur D. Et delta, c'est égal à E sinus θ, et donc c'est à peu près égal à E θ. Et vu la définition de θ là, on a E égal sur D. Et donc voilà, là on a une expression de la différence de marche en fonction de la position Y sur l'écran, et puis de la position de l'écran et de l'espacement des trous. Donc à partir de là, on peut clore notre problème de géométrie peut-être un peu mystique, et recommencer à raisonner physiquement, et surtout appliquer toute la méthode qu'on avait dit avant, où on a dit on calcule la différence de marche, et on peut en déduire si les interférences sont constructives ou destructives. Et donc si je regarde mon écran, ça c'est l'écran sur lequel je regarde l'arrivée de la lumière, donc où j'avais la position Y pour regarder un certain point M. Je connais delta en fonction de Y. J'ai delta égale EY sur D. Et je sais que si delta c'est un multiple entier de la longueur d'onde, les interférences sont constructives. Et par contre, si delta c'est un multiple de la longueur d'onde plus une demi-longueur d'onde, c'est que c'est destructif. Je vais changer de craie. Et donc par exemple, en y égale 0, je sais que j'ai delta qui vaut 0, et donc 0 en particulier c'est 0 fois delta, fois lambda. Donc les interférences sont constructives. Donc ici, je sais qu'en 0 je vais voir de la lumière. Par contre si je me décale, cette condition ne va plus être vraie, delta il va augmenter linéairement avec y, et donc je vais passer à un moment où il va valoir 1 demi lambda. Et quand il vaudra 1 demi lambda, on ne verra plus rien. Donc là je sais que je vais avoir un endroit où j'ai plus de lumière. Ensuite delta, plus on s'éloigne du centre, plus il continue à augmenter. Après qu'il aille 1 demi lambda, il va valoir un lambda entier. Et à ce moment-là, à un lambda entier, ça redevient constructif. Donc là je sais que je vais revoir de la lumière. Et si je continue à faire augmenter delta, il valait lambda, il vaudra plus loin, un peu plus loin 3 demi de lambda, donc lambda plus lambda sur 2. Donc ce sera destructif, je ne verrai pas de lumière. Et si je continue encore, et jusqu'à un moment delta il va valoir 2 lambda, à ce moment-là ça va redevenir constructif. Et donc je vais re-avoir une tache rouge. Et donc en fait, ce qu'on a, c'est une succession de taches rouges et de taches sombres. Donc on appelle des franges lumineuses pour les taches rouges, et des franges sombres pour les taches sombres. Et donc ça c'est bien ce qu'on avait vu sur la figure, sur l'expérience en réalité. Et donc le résultat de cette expérience-là, le résultat de toutes les interférences dans tous les points,
c'est ce qu'on appelle une figure d'interférence. Et je peux par exemple m'amuser à calculer la distance entre deux de ces franges sombres ou de ces franges brillantes. C'est ce qu'on va appeler l'interfrange. Donc par exemple, je vais définir que la distance entre une frange brillante et la frange brillante suivante, et je vais appeler ça I. Et donc comment je calcule l'interfrange I? Je sais que c'est la distance entre deux franges brillantes. Donc par exemple, entre la première et la deuxième, je sais que pour la première frange brillante, c'est le centre Gy égale 0, G delta égale 0. Et pour la deuxième frange, je vous ai dit, c'est la deuxième frange lumineuse, donc c'est la deuxième fois qu'on a des interférences constructives. Donc après n égale 0, il y a n égale 1. C'est qu'on en a fait une longueur, donc quand on a accumulé une longueur d'onde entière de différence de marche. Donc la deuxième frange, delta égale lambda. Vu qu'on connaît l'expression de lambda, de delta, pardon, on peut calculer la position y, mais par définition de l'interfrange, la position y, ça vaut i. Et donc en mettant cette formule dans l'autre sens, on peut en déduire i en fonction de delta, en fonction de lambda, pardon. Et donc on a à peu près résolu le problème. On a réussi à décrire, à partir de principes généraux sur la propagation des ondes, la forme de la figure d'interférence qu'on avait à la fin, et on a expliqué pourquoi est-ce qu'on avait des parties lumineuses et des parties sombres. On a même pu calculer des quantités géométriques à propos de ces franges sombres et de ces franges lumineuses, en particulier l'interfrange, donc la distance entre deux franges sombres ou entre deux franges lumineuses. Donc ça clôt un peu la première partie de notre étude. Mais en fait, si on regarde la figure d'interférence qu'on avait pour la lumière, elle est un peu plus compliquée que ça. Donc ce que je vous propose, c'est de re-regarder l'expérience. Gel. On peut revoir le menu une fois, je me sais pas tout. C'est là, je les prends par surprise, c'est la vache tout d'un coup. Alors, caméra, vas-y. Ouais. Donc, quand on voit l'expérience, on voit les différentes franges que j'ai décrites, et on sait qu'elles sont espacées d'une certaine distance, donc que j'ai appelé I sur le schéma au tableau. Mais on voit aussi autre chose, qui est qu'elles sont entourées par un cercle, enfin qu'elles sont en forme de taches circulaires. Sauf que cette tache, c'est pas la forme du laser. On va voir que cette tache, elle est due à ce qu'on appelle la diffraction, et ça va être intéressant à décrire aussi. Et ce qu'on voit, alors je sais pas très bien si ça se voit à l'image ou pas, je suis pas sûr, on voit pas. Mais ce que je peux vous dire à l'oral, et que vous me faites confiance, c'est que moi je vois à l'œil nu, c'est que autour de ce cercle-là, il y a un autre cercle lumineux, donc il y a des franges d'interférence aussi rouges, et s'il y avait plus de luminosité, on verrait une succession de cercles brillants et de cercles sombres. Donc en fait, pour comprendre un peu mieux notre image, on va devoir bosser un peu plus parce qu'on a décrit une première partie qui est ces franges d'interférence, mais il y a une deuxième partie à décrire qui va être ce que j'ai appelé la diffraction à l'oral. Donc on va repasser au tableau pour voir ça. Donc si je refais le schéma,
sais que j'ai mes deux franges ici, et puis ce que j'ai dit, c'est... mes deux fentes, pardon, ici. J'ai envoyé un rayon laser à l'entrée, et chacune des deux fentes envoie de la lumière dans toutes les directions. Et ça, je vous ai dit, c'est parce que ces fentes, elles sont toutes petites par rapport à la longueur d'onde de la lumière, ce qui est plus facile à visualiser avec la longueur d'onde des vagues sur la cuve à ondes. Et donc, quand elles passent par le trou, c'est comme si on avait une source ponctuelle, en fait. C'est comme si on avait juste une nouvelle ampoule, si vous voulez, qui renvoie la lumière dans toutes les directions. Mais on peut préciser un peu ce que j'ai dit là. En fait, si je prends juste une fente... Juste une fente, donc que je vais dessiner un peu plus grosse, donc avec un grand espacement, mais c'est la même fente qu'avant, simplement j'en mets juste une. Ce que je suis en train de vous prétendre, c'est que quand on envoie de la lumière à l'entrée, on observe de la lumière à la sortie dans toutes les directions. Mais ça, c'est pas tout à fait vrai. Ce qu'on observe, en fait, c'est un peu similaire à ce qu'on avait avec les deux trous. C'est une figure d'interférence. C'est certaines directions on a de la lumière et certaines directions on n'a pas de lumière. Donc là on a plein de lumière, par là on a plein de lumière, mais là on n'a pas de lumière du tout. Ce phénomène-là, on appelle ça la diffraction. Et en fait, c'est une sorte de figure d'interférence aussi, en fait. Ce que je suis en train de vous dire, ça ressemble vachement à ce qu'on avait avant, sauf qu'il n'y a qu'un seul trou. Donc comment c'est possible qu'on ait des interférences s'il y a un seul trou? En fait, c'est parce que ce trou a une certaine largeur, et du coup, sur cette largeur, le rayon, il peut passer par plusieurs chemins différents. Un peu comme avant, on avait deux chemins différents, un qui passait par le premier trou, et un qui passait par le deuxième trou. Dans une fente comme ça, on peut avoir plein de chemins différents, selon la position dans le long du trou que le rayon atteint. Alors en fait, on a une sorte de figure d'interférence aussi, mais bon, celle-là, elle est vraiment compliquée à décrire parce qu'on a plein de rayons qui interfèrent en même temps, donc on va pas pouvoir faire des calculs pour prédire la forme de la figure d'interférence. Par contre, je vais vous donner la formule, et puis on va admettre qu'elle est vraie, et elle est vraiment très utile dans plein de situations. L'idée, c'est que, si je refais le schéma un peu plus proprement, donc vous avez des régions qui sont lumineuses, et des régions qui sont sombres, et je vais appeler θ1 l'angle par rapport à l'horizontale du premier minimum d'intensité, donc du premier endroit qui est complètement sombre. Et à ce moment-là, θ1 peut vous le donner approximativement en fonction de lambda, la longueur d'onde et de la taille de la fente. Donc si j'appelle si j'appelle A, disons, la taille de ma fente, je peux estimer θ1, donc la position angulaire, donc l'angle que fait la première tache sombre par rapport à l'horizontale. On peut essayer de prédire un peu cette formule par analyse dimensionnelle. On sait qu'on a deux grandeurs qui vont intervenir. On a la taille du trou A et la longueur d'onde lambda. Donc c'est quelque chose en fonction de lambda et A. Donc vu que c'est un angle, c'est un truc sans dimension, donc ce sera probablement le rapport d'une des deux. La question c'est laquelle on met au-dessus et laquelle on met en dessous. Et donc moi je vous propose deux formules. Je vous propose soit lambda sur A ou A sur lambda. Et on va essayer de réfléchir un peu à laquelle est plausible et laquelle est la vraie formule et laquelle ne marche pas. Et donc pour ça, il faut se rappeler de ce que je vous ai dit au début, qui est que la diffraction, ça se produit parce qu'on a une fente, un trou qui est très fin par rapport à la longueur d'onde, qui est petit. Hein, si on avait un trou qui était très très grand, les lois de l'optique géométrique s'appliqueraient, et notre rayon il passerait tout droit en ligne droite.
Mais ici, on a un trou petit, et donc il se fait éclater dans toutes les directions avec ce motif de longueur d'onde, enfin avec ce motif de diffraction, pardon. Et donc l'argument qu'on va pouvoir utiliser pour savoir quelle formule est vraie, c'est l'argument de dire que cette diffraction-là, elle est surtout observable quand le trou est petit par rapport à la longueur d'onde, donc quand A est petit. Et ça, on voit que quand A est très très petit, dans la première formule, cet angle-là, il va être vraiment très grand. Donc on aura des rayons envoyés vraiment dans toutes les directions. Tandis que, donc ça correspond à ce qu'on voit dans la vraie vie. Tandis que si cette formule-là était vraie, et qu'on avait A petit, bah l'angle θ1, il deviendrait à peu près nul. Donc on aurait en gros pas de lumière tout droit. Mais ça, on sait que c'est pas vrai. On sait qu'on a toujours de la lumière tout droit par l'optique géométrique. Et que quand θ devient très très grand, ça éclate les rayons vraiment dans toutes les directions. Donc la bonne formule, c'est la première, c'est celle-là. Donc encore une fois, cette formule, je vous la donne comme ça. Alors on a essayé de comprendre un peu d'où elle pouvait venir. Elle vient du fait que on a voilà, des interférences entre tous les rayons qui passent dans ce trou-là, mais c'est trop compliqué pour la prouver. Mais on peut la voir dans la vie. Donc ce qu'on voyait sur l'écran, c'était des fonds d'interférence, enfin des franges d'interférence de forme circulaire. Ça, c'était l'écran. Et si je dessine tout le parcours en 3D, donc si je redessine, là j'ai mon laser qui envoie de la lumière, là j'ai mon composant optique, donc ça ressemble à ça, hein, avec les deux trous. Ouais. Il y a une question, il faudrait que tu y répondes. Je vois pas les questions là en fait. Est-ce qu'on vous a déjà expliqué pourquoi il y a cette diffraction? Est-ce que... Non, c'est pas ça. J'ai pas compris, Non, en quand le gros- trou est petit par rapport à lambda, pourquoi est-ce que ça marche plus l'objet géométrique? Et pourquoi ça part dans toutes les directions? Ok. Bah, donc alors il y a deux manières de voir. Soit tu dis j'accepte la formule pour la diffraction, et à ce moment-là, je constate que quand le trou est petit, bah, j'ai un angle ici, θ, qui devient très grand, et donc il y a des rayons qui s'envoient dans toutes les directions. Une autre manière de le voir, c'est peut-être plus logique avec les vagues qu'avec la lumière, parce qu'avec la lumière, c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, on ne sait pas ce que c'est que le champ électromagnétique, on ne sait pas comment il oscille, on ne sait pas comment la lumière se propage. Par contre, les vagues, on a un peu d'intuition. Et donc si tu imagines des vagues qui arrivent sur une fente comme ça, là, donc je dessine des vagues à l'entrée, donc qui se propagent comme ça, donc c'est ce qu'on avait sur la Cuba, on a des vagues bien droites comme ça qui arrivent. Bah, à la sortie, si tu as un tout petit trou, c'est comme si tu avais juste un point qui oscillait de haut en bas comme ça, et donc il faisait des ondes circulaires autour. C'est comme si tu lâchais un caillou dans une mare ou quoi, ou juste une goutte d'eau dans l'eau, ça va faire des ondes circulaires dans toutes les directions autour de ce point-là. Et donc moi je trouve que ce schéma-là, il est plutôt facile à accepter physiquement, dans la mesure où les ondes qui oscillent dans le petit trou, c'est comme si tu lâchais une petite goutte d'eau à cet endroit-là, et donc qui produisait de l'autre côté des ondes circulaires dans toutes les directions. Et à partir de là, ce que tu dis, c'est maintenant, c'est quoi l'interprétation de cette image-là en termes de rayons? J'ai dit que mes rayons lumineux, ou mes rayons en tout cas d'une manière générale pour décrire une onde, ça représentait la direction dans laquelle mes ondes se propagent. Donc là, j'ai un rayon qui va tout droit parce que mes ondes vont tout droit, mais au niveau du trou, j'ai des ondes qui partent dans toutes les directions. Donc j'ai des rayons partout. Top. Et donc ce que je dis avec la diffraction, c'est on précise un peu cette image-là, et on montre que certes, ok, il y a des rayons partout, mais il y a certaines directions qui sont pas où il n'y a pas de lumière qui est envoyée, et certaines directions où il y a de la lumière qui est envoyée. Mais dans la limite des A petits, il y a de la lumière qui est envoyée partout. Donc si je reprends ce que j'étais en train de faire, donc de refaire le schéma en 3D de mon expérience, j'ai le laser qui envoie de la lumière sur les deux trous, on a les rayons qui font un certain parcours ici, et à la fin, j'ai ma figure d'interférence, qui est des franges lumineuses, et d'une forme circulaire.
Et donc cette forme circulaire, elle est due à la diffraction. Et donc si je dessine en 3D, je sais que l'angle d'ouverture de cette frange-là, enfin de ce cercle-là, ça vaut 2θ1. Hein, parce que j'ai un θ1 du milieu vers un des trous et du milieu vers l'autre des trous. Donc si je pars du milieu, je regarde θ1 d'un côté, θ2 de l'autre côté, et donc là j'ai deux minima d'intensité dus à la diffraction. En plus de ça, j'ai des interférences forcément, donc j'ai plein de franges au milieu. Mais la taille de l'endroit où on voit les franges, ça correspond à la taille où dans chacun des trous, la lumière est envoyée par la diffraction. Et donc s'il y a des différences, s'il y a des directions où déjà par diffraction la lumière n'est pas du tout envoyée, bah à ce moment-là, a fortiori, elles n'interféreront pas, vu qu'il n'y aura pas de rayon envoyé dans cette direction-là. En revanche, dans la tâche centrale de diffraction, vu qu'il y a de la lumière qui est envoyée par chacun des deux trous, on peut observer des interférences. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est la tâche centrale de diffraction, avec des interférences dedans, et les tâches secondaires ici, les endroits successifs où il y a de la lumière qui est envoyée par diffraction, ça correspond à ce que je vous ai expliqué qui existait, c'est-à-dire le cercle de lumière autour, même si on n'arrivait pas très bien à le voir à la caméra, où à nouveau la diffraction permet la propagation des rayons dans cette direction. Donc ça... Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'on voit des interférences, enfin une interférence des franges dans le deuxième cercle aussi? Ok. Donc la question c'est, on a compris à peu près pourquoi est-ce qu'on avait un premier cercle de lumière, donc qui était dû par la diffraction, qui envoyait de la lumière dans chaque direction, et pour les deux trous, on avait de la lumière qui allait dans cette direction, et donc ils interféraient, et on voyait des franges dans le premier cercle défini par la diffraction. Et la question c'est pourquoi est-ce que dans le deuxième cercle, dans l'anneau autour, on voit aussi des interférences? La réponse c'est parce que ça c'est un schéma qui se produit au niveau de chacun des deux trous. Et donc si vous avez des directions où il y a de la lumière qui peut passer par diffraction, qui est envoyée par diffraction sur un trou, elle sera aussi envoyée sur l'autre trou. Et donc on aura là encore deux rayons qui interféreront, et donc qui formeront des franges sombres et éclairées aussi sur ce cercle-là. Donc la position des cercles est due à la diffraction, mais au sein de chaque cercle ou de chaque anneau, on a interférence entre les deux trous. Donc c'est une situation un peu compliquée, on a à la fois de la diffraction sur chacun des trous, et à la fois une interférence entre les rayons qui sortent du premier trou et les rayons qui sortent du deuxième trou. Bon. Je vais pas m'appesantir dessus parce qu'on va faire des trucs plus simples en fait. Là, on a vu une situation un peu compliquée, on a bien étudié nos trous de Young en détail, on a mis tout ensemble, on avait de l'interférence, de la diffraction, on a prouvé les formules pour l'interférence, on a admis celle pour la diffraction, mais il y a plein d'autres situations dans la vie où on peut avoir des interférences, et donc j'aimerais continuer en faisant une d'entre elles, et ce sera à la fin je pense après, mais on va faire ce qu'on appelle les ondes stationnaires. Donc c'est des interférences, mais avec un système un peu différent. Donc si je reprends ma cuve à ondes, ce qu'on avait, c'est des ondes qui sont émises ici, qui se propagent par là, et puis on avait deux trous qui laissaient passer une certaine proportion des ondes de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer les deux trous par un mur complet. Donc il ne va rien laisser passer du tout. Donc forcément, là, il n'y aura rien qui se passe, ça ne va pas être très intéressant. Mais on va regarder ce qui se passe ici. Et ça va être un peu sympa parce qu'on a à la fois les ondes qui arrivent depuis l'entrée, qui sont produites par la petite bande oscillante qu'on avait mis dans l'eau, mais à la fois les ondes qui vont se refléter sur l'obstacle. Si je dessine le parcours d'une onde, d'un rayon, j'ai mon rayon qui part comme ça, et qui va taper le mur en face, et donc il va subir une réflexion et qui va repartir dans l'autre sens après. Et donc ça va faire qu'en chaque point de l'espace, on a deux ondes qui sont présentes, on a l'onde qui arrive au début, et l'onde qui repart par réflexion, qui est renvoyée. Et donc on va avoir des interférences aussi. Mais on n'avait pas besoin de mettre de trous, on avait juste besoin d'avoir deux chemins différents d'une onde. Donc là c'est la même onde qui va interférer avec elle-même sur le retour. Donc
on a notre méthode. Notre méthode, c'est on calcule la différence de marche et on en déduit les endroits où est-ce qu'on aura des interférences constructives et des interférences destructives. Donc là, pour le coup, on va pouvoir calculer la différence de marche, ce sera de la géométrie pas trop compliquée. On va faire ça. Donc si je redessine le schéma ici, j'ai un certain axe des positions x, donc qui est l'axe dans cette direction-là. J'envoie les ondes en 0, et elles vont se faire refléter dans ce que je vais appeler la longueur L, donc qui est la longueur du domaine où elles peuvent évoluer avant de se faire refléter par le mur à la fin. Et en un point qui a une certaine position x, on sait qu'on a deux ondes. On a l'onde incidente qui arrive directement en x, comme ça, et l'onde qui a rebondi en L et qui revient en x. Et donc nos deux longueurs, c'est les deux longueurs de ces ondes-là, L1 et L2. Bon, L1, c'est facile, c'est juste x. Et L2, bah alors, il a parcouru quelle longueur le deuxième rayon? Il a parcouru tout le domaine L, et puis après il s'est reflété, et il a parcouru la distance qui reste ici. Cette distance-là, c'est L moins x, vu qu'on a x ici. Donc L2, il a parcouru L plus L moins x. Donc il a parcouru au total 2L moins x. Et donc la différence de marche, delta, c'est L2 moins L1. Donc c'est 2 facteurs de L moins x. Donc voilà, on a calculé la différence de marche, on va pouvoir savoir où est-ce qu'il y a des interférences constructives et où est-ce qu'il y a des interférences destructives. On va voir qu'il y aura une petite subtilité par contre. Ce que je sais, c'est si delta ça vaut n lambda, c'est constructif. Si delta ça vaut n lambda plus 1 demi lambda, c'est destructif. Mais il y a un point où je sais que ça doit être destructif. Si je regarde en x égale 0, c'est une paroi aussi en x égale 0. Une paroi qui bouge un peu, certes, qui est mon petit émetteur d'onde, donc ma petite bandelette qui est posée dans l'eau et qui oscille de haut en bas par air comprimé. Bah, celle-là, elle va aussi faire des réflexions des ondes. Et donc je sais que c'est un endroit qui bloque la propagation de l'eau, si vous voulez, qui fixe l'altitude de l'eau. Donc je sais qu'ici, je dois avoir des interférences destructives. Ça, c'est obligé d'avoir des interférences destructives. En x égale 0. Parce que si vous n'aviez pas des interférences destructives à ce moment-là, bah vous auriez une nouvelle réflexion de l'onde qui revient comme ça, elle continuerait, elle se re-réfléchirait à nouveau, à ce moment-là, elle reparcourrait des allers-retours, etc. comme ça. La seule solution à la fin de cette boucle-là, c'est qu'on ait des interférences destructives en x égale 0, pour que ça empêche plus de réflexion des ondes à cet endroit-là. Donc on sait qu'en x égale 0, ça peut être destructif. Donc on sait qu'en x égale 0, on doit être en n lambda plus 1 demi lambda. Donc on sait qu'il existe un certain entier n. Tel que delta en x égale 0, ce soit n lambda, et delta en x égale 0, on sait que ça vaut 2L. Donc on a trouvé une relation entre L et lambda, que je vais réécrire au-dessus. On a trouvé que L lambda, ça valait 2L. Alors ça c'est bizarre parce qu'a priori, lambda on peut le choisir comme on veut. Un lambda, on sait qu'il est lié à la fréquence qui est émise par C sur F, c'est la relation de dispersion qu'on avait établie tout à l'heure. Ça vaut CT.
Donc si je branche mon air comprimé là, sur ma petite barrette qui est dans l'eau et qui oscille, je peux le brancher à une fréquence arbitraire, donc je suis pas obligé de respecter cette relation. Donc qu'est-ce qui se passe si je respecte ou si je respecte pas cette relation? Je veux dire que je vous ai dit que si je la respecte pas, j'aurai pas de nœud en zéro, j'aurai pas d'interférence destructive en zéro. Et la raison pour laquelle je suis obligé d'avoir des interférences destructives en zéro, c'est parce que sinon il y a l'onde qui rebondit de droite à gauche. Et donc si cette condition n'est pas vérifiée là, l'onde elle va continuer à rebondir successivement d'un côté et de l'autre du bassin, et au final elle va avoir une superposition de beaucoup de réflexions différentes au même endroit, et on va pas voir grand chose, parce que nos différentes réflexions vont complètement brouiller le champ de l'onde. En revanche, quand cette condition-là est vérifiée, on sait que l'onde qui revient, qui s'est réfléchie une fois, va parfaitement coïncider avec l'onde qui est émise en zéro, et donc on va pas avoir plus de réflexion, ça va juste renforcer la forme de l'onde à ce moment-là, et on va avoir un joli motif de propagation qui est stationnaire, disons qui ne change pas au cours du temps. On ne va pas avoir des réflexions successives qui vont modifier le changement au cours du temps, qui vont modifier la forme de l'onde au cours du temps, pardon. Donc autrement dit, quand L lambda ça vaut 2L, on a une onde stationnaire c'est-à-dire qu'on a un certain motif d'onde sur notre cuve à onde qui ne bouge pas au cours du temps. Et quand c'est pas le cas, bah c'est le bordel. On a des réflexions entre plein d'ondes différentes, etc. On va pas observer quelque chose de très cohérent. On peut un peu mieux comprendre ce que ça veut dire que cette condition-là, si je dessine la forme de l'onde à ce moment-là, parce que j'étais un peu cryptique pour le moment, je n'ai pas été super clair. Mais donc, on va voir ce qui se passe quand cette condition est vraie. Si je dessine en fonction de la position x la forme de la hauteur de l'eau z en un instant donné, je vais avoir un truc comme ça. Je sais qu'elle est nulle en zéro parce que j'ai imposé que j'ai des ondes destructives, que j'ai des interférences destructives en zéro, et je sais qu'elle est nulle en L, on va le montrer après. Mais donc, ça c'est le schéma Kant. De L c'est égal à un certain L lambda. Et ça, au cours du temps, ça varie de la manière suivante. Si je la dessine à un instant successif, ça va juste osciller sur place. Mais sans changer de forme. C'est pour ça qu'on appelle ça des ondes stationnaires. C'est parce que on a l'onde réfléchie qui vient fixer la valeur de l'onde, qui vient interférer avec l'onde incidente. Et si elle se refait réfléchir, elle coïncide encore avec... Enfin, bref, je suis pas clair. Mais une onde stationnaire, l'idée, c'est que vous avez la forme de l'onde dans la cuve qui change pas au cours du temps. Elle continue à osciller de haut en bas en chaque point, mais on a toujours globalement les mêmes points qui oscillent avec une grande amplitude et les mêmes points qui oscillent avec une autre amplitude, avec une petite amplitude. On n'a plus la sensation d'avoir des ondes qui se propagent de gauche à droite. En réalité, on a toujours des ondes qui se propagent, mais c'est simplement leur somme qu'on voit ici. On a une onde vers la droite qui se propage comme ça, plus une onde vers la gauche, qui se propage comme ça, et la somme des deux, ça fait des ondes stationnaires. C'est pas du tout évident, hein, mais on a les outils pour le prouver avec l'expression de la différence de marche. On sait que, je rappelle l'expression qu'on a trouvée, hein, delta ça vaut 2 fois x moins z, et
on a aussi prouvé que 2L, ça valait n lambda dans ce cas-là. Donc je peux remplacer. Et delta, il vaut n lambda moins 2x. Et donc je sais qu'en x égale 0, delta il vaut 0. Donc j'ai des interférences. Pardon. Je suis trompé sur les fonctions là. C'est quoi ce bug bizarre là? Ça va? C'était ça l'expression que j'avais pour delta? J'ai un petit bug là. Je trouve des interférences constructives en 0. C'est embêtant. C'est embêtant ça. On va bug fix ça. Mais, Attends. Tu veux que ce soit constructif, donc tu veux... Mais en fait, ta condition, tu l'as pas faite en constructif. Ah, je me suis trompé d'un pi. Je ne savais pas de... J'avais pas de pi. Il a pas raison. Ok. Bon, oublions cette étape alors. C'est pas grave. Ce sera détaillé dans le cours. Ce sera clean dans le cours, mais de toute manière, c'est pas le point principal que je veux faire. Le point principal que je veux faire, c'est que ça, c'est une histoire un peu compliquée, mais qu'on peut retrouver de manière facilement. Ça, je pense que vous me faites confiance sur le fait que l'histoire est un peu compliquée vu comment j'ai été conçue, mais je vais essayer de vous convaincre de me faire confiance qu'on peut la retrouver facilement. L'idée... Ouais, il y a une question? Tu peux juste dire que pourquoi est-ce que les ondes stationnaires, elles ne s'annulent pas en tout point. Enfin, Ok. avec ton schéma. Ok, ouais. Alors oui, donc sur le schéma, effectivement, c'est un truc qui est clair sur le schéma, mais qui n'était pas clair dans ce que j'ai dit, mais qui est que les ondes stationnaires s'annulent pas en tout point. Ici, c'est... Ok, c'est pas forcément le cas tout le temps. Si vous avez une fréquence qui est un peu arbitraire, vous allez avoir une onde qui va dans ce sens-là, puis après qui réfléchit dans l'autre sens, puis qui revient dans l'autre sens, puis qui revient, etc. Et donc ils vont faire le bordel en se sommant de plein de manières compliquées. Simplement, dans certains cas, quand vous avez cette condition qui est vérifiée, à ce moment-là, l'onde qui va réfléchir coïncide avec l'onde qui est à la bonne longueur d'onde pour que les points, disons, où l'onde incidente a une amplitude maximale coïncident avec les points où l'onde réfléchit à une amplitude maximale aussi. Et ça vous donne certains endroits où les deux ondes sont toujours au même état en même temps, donc soit des maxima, soit des minima, et donc oscillent ici grandement. Ça, c'est des interférences constructives entre l'onde incidente et l'onde réfléchie. Ces points-là, c'est des interférences destructives entre l'onde incidente et l'onde réfléchie. Donc en fait, comme avant, on a une figure d'interférence avec des régions où il y a une grande amplitude de l'onde et des régions où il n'y a pas d'amplitude de l'onde, selon la valeur des différences de marche. Et la question, c'est comment est-ce qu'on retrouve facilement la position de ces points-là? Comment est-ce qu'on retrouve facilement, comment est-ce qu'on comprend cette condition-là pour qu'on ait une figure d'interférence stationnaire dans le temps? La réponse à ça, c'est ce schéma-là, en quelque sorte. Je sais que ma figure d'interférence, la forme de l'onde en un instant donné, ressemble à un sinus dans l'espace. Et je sais que ce sinus, il s'annule en x égale 0 et il s'annule en x égale l. Donc en gros, les différentes possibilités que j'ai, c'est alors soit un bout de sinus vraiment pas bien grand, comme ça, où les deux zéros successifs du sinus, c'est en 0 et en l, soit j'ai la possibilité d'avoir un sinus complet, donc une période complète, avec une oscillation entre les deux, soit j'ai la possibilité d'avoir une oscillation de plus, enfin une demi-longueur d'onde de plus, soit j'ai la possibilité d'avoir deux périodes complètes, etc., etc. Et dans tous ces cas-là, eh ben j'ai un sinus dont j'ai fixé les deux extrémités à des zéros du sinus. Et donc par exemple, ici, le cas que j'ai dessiné, il y a deux oscillations complètes du sinus, donc ça correspond au cas que j'ai dessiné en dessous ici. Et mon point, c'est que ça correspond exactement aux conditions n lambda égale 2L,
Parce que si je pose n égale 0 ici, pardon, si je pose n égale 1 ici, quand même, n'exagérons pas, j'ai lambda égale 2L, c'est-à-dire L égale lambda sur 2. Autrement dit, dans la distance L, j'ai que une demi-longueur d'onde qui est comprise. Ça correspond au cas n égale 2, parce qu'à ce moment-là, j'ai L égale lambda. Dans la distance L, j'ai pile une longueur d'onde qui est comprise. Ça correspond à n égale 3. Donc où j'ai 3 lambda qui vaut 2L. Autrement dit, L, ça vaut 3 demi-lambda. Donc effectivement, là j'ai un demi-lambda, j'ai un autre demi-lambda, j'ai un troisième demi-lambda. Là j'ai L qui vaut 2 lambda, j'ai 2 longueurs d'onde complètes dedans. Et donc au final, les conditions pour les ondes stationnaires, c'est qu'on peut caser un nombre entier de demi-longueurs d'onde dans ma cuve à onde. Si j'ai une longueur de cuve à onde qui correspond pile à un nombre entier de demi-longueurs d'onde, à ce moment-là, les ondes qui vont se refléter vont être bien coordonnées par rapport aux ondes incidentes pour former des ondes stationnaires. Si c'est pas le cas, bon, je serai un peu le bordel avec plein d'ondes réfléchies dans tous les sens. Mais voilà, si cette condition est vérifiée, à ce moment-là, on aura des ondes stationnaires. Et la manière facile de comprendre cette condition, c'est de faire ce dessin-là et de comprendre qu'on doit avoir un certain nombre entier de demi-longueurs d'onde dans notre longueur L. Autrement dit, L, c'est un certain nombre entier de demi-longueurs d'onde. Et donc cette condition qu'on avait trouvée en utilisant notre formalisme des interférences, donc avec la différence de marche, etc., on peut la retrouver plus facilement, juste graphiquement, en comptant les demi-longueurs d'onde qu'il y a présentes dans notre... en imposant que notre longueur de cube soit égale à un nombre entier de demi-longueurs d'onde. Donc bon, globalement, ça c'était un deuxième exemple d'interférence, pour vous montrer que des interférences, il peut y en avoir dans un certain nombre de cas, sauf que cet exemple-là était un peu particulier parce qu'il y avait cette condition en plus pour éviter qu'il y ait 36 000 réflexions, que la position x égale 0, il y ait des interférences destructives. Bon alors c'est des trucs intéressants à savoir en soi, les ondes stationnaires, mais surtout c'est pour vous donner un autre exemple d'interférence et pour dire que au total, ce qu'il faut retenir, c'est que les ondes, quand ça se propage dans l'espace, il y a plusieurs ondes qui arrivent au même endroit, leurs amplitudes s'additionnent, et donc leurs perturbations s'additionnent, disons la hauteur de l'onde, la hauteur de la surface de l'eau due à deux ondes différentes s'additionne dans un point donné. Et donc si elles sont bien coordonnées, elles font des interférences destructives, donc si elles sont en phase, elles font des interférences constructives. Si elles sont mal coordonnées, si elles sont en opposition de phase, elles font des interférences destructives. Et on peut déterminer si elles sont en phase ou en opposition de phase en calculant la différence de marche et en comparant un certain nombre entier en comparant à la longueur d'onde. Si la différence de marche, elle vaut un nombre entier de longueur d'onde, elles seront en phase. Si la différence de marche vaut un nombre entier de longueur d'onde plus une demi-longueur d'onde, elles seront en opposition de phase. Après, les trous de Young et les ondes stationnaires, c'est deux exemples où ce principe-là est utilisé. Mais moralement, il peut être utilisé dans plein d'autres situations. Et donc c'est vraiment le cœur de la théorie des interférences, c'est ça, c'est de calculer la différence de marche et de regarder si elle est égale à un nombre entier ou un nombre entier plus un demi de longueur d'onde. Donc pour maîtriser tout ça, il n'y a pas de secret, il faut faire des exos, il faut essayer de réfléchir soi-même à différentes situations où il y a des interférences pour comprendre comment ça marche. Donc comme j'ai dit, sur le site, il y aura un poly avec tout ça expliqué en un peu plus posé et un peu moins brouillon qu'au tableau ici. Donc que vous pourrez lire, qui servira de référence un peu propre, où vous pourrez retrouver les différentes formules du cours. Et puis il y aura des exos avec des corrections qui sont extraites du test de présélection des Olympiades, et donc qui vous permettront de réfléchir un peu à ça. Et ça me permet de faire une petite transition vers 2-3 mots à la fin du coup sur ce que c'est que les Olympiades et sur la façon dont ça marche à peu près cette préparation-là. Donc les Olympiades, alors il y a plusieurs Olympiades de physique, je parle des Olympiades internationales de physique. C'est un concours mondial de physique, donc destiné aux lycéens et en France aussi aux premières années de prépa, où donc il y a une épreuve théorique, une épreuve expérimentale, et le but c'est de faire de la physique, de se confronter à des situations de physique nouvelles et beaucoup plus dures que ce qu'on trouve en terminale, et de concourir. Comme ça, il y a une équipe qui est envoyée par chaque pays,
Chaque équipe fait 5 personnes. En France, il y a un terminal et 4 prépas dans l'équipe. Ça bug. Je suis de retour, je suis bon. Pas clair. Non, mais ça bug pour nous, Ok. je pense. Non, en fait, je sais pas. Donc potentiellement, on me voit. C'est pas clair. Bah, là, en fait, pour les gens qui regardent, c'est coupé. Là, ça revient. Ça saute un peu. Bon, ça saute un peu. Bon, c'est la fin. On va pousser jusqu'au bout. Pas abandonner maintenant. Mais tout va bien. Donc c'est bon, la maturité. Ça passe? Ok, c'est top. Ah, ça change. Et donc ouais, l'idée de ça, c'est qu'en France, il y a 4 sup et un terminal, donc 4 premières années de prépa et un terminal qui sont sélectionnés pour composer l'équipe. Et que vu que ça porte sur un programme qui est beaucoup plus grand que celui du lycée, et ben, il y a des séances de préparation qui sont organisées dans les lycées de octobre à mars à peu près, pour faire le programme en plus, entre guillemets, pour compléter un peu la formation de physique du lycée, pour apprendre les trucs qui sont nécessaires pour les Olympiades mais qui ne sont pas au programme de terminale. Et ces cours-là, ils sont faits que dans certains lycées où il y a des profs motivés, volontaires, bénévoles pour faire ça. Mais dans plein d'autres lycées, il n'y a rien qui se passe. Et donc, nous, on fait ces cours-là, en gros, pour vous donner les compléments de programme, pour permettre d'essayer de vous confronter un peu aux Olympiades, qui sont à la fois, c'est des exercices cool et c'est des trucs sympas en physique qui sont vraiment stimulants d'y réfléchir. En plus, c'est un bon prétexte pour parler de physique et montrer des manips et de la théorie. Et donc, vous, si vous voulez essayer d'y participer, il y a un test de présélection français pour essayer d'intégrer l'équipe et puis d'autres trucs aussi, comme vous allez voir. Ce test-là, il se fait en mars, il se fait le 25 mars. Et donc, si vous suivez les séances, si vous lisez des polis, normalement, vous aurez ce qu'il faut largement pour passer ce test-là. C'est une première étape. À l'issue de ce test de présélection, il y a un stage expérimental qui est fait où vous serez, si vous êtes sélectionné, vous ferez des manips pendant une semaine et à la fin, ils sélectionnent l'équipe. Pour le moment, vous occupez pas des histoires d'inscription au test. Ça viendra plus tard, ça viendra vers janvier, et puis on reviendra vers vous avec des détails dessus sur comment faire, etc. Le seul truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que si jamais vous êtes motivé pour passer le test et que vous regardez les différentes séances et que vous faites les exos, etc., si vous n'êtes pas dans un lycée qui fait des cours de préparation, à un moment ou à un autre, le jour du test, il faudra se rendre dans un de ces lycées-là. Et donc, si vous êtes motivé pour passer le test de présélection, dites-le nous, et on se chargera de trouver un lycée qui marche bien pour vous et dans lequel vous pouvez vous déplacer le jour du test pour le passer. Mais comme je vous ai dit, ça c'est pas tout de suite, donc vous avez le temps de voir venir. Et d'ailleurs, si vous suivez nos cours et que vous avez aussi une préparation dans votre lycée, c'est avec eux qu'il faut voir pour l'inscription au test. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si vous voulez des trucs à rajouter. Je sais pas forcément. Une question sur laquelle tu pouvais peut-être revenir. Ouais, s'il y a des questions, allez-y. La question c'était pourquoi est-ce que on a n lambda égale instructif, un x égale 0, pourquoi est-ce que t'as pas un lambda sur 2 qui traîne? Pourquoi la condition c'est pas n lambda plus lambda sur 2? D'accord, alors j'ai dû me tromper de... Oui, ok, je comprends la question. Parce que je m'étais trompé d'expression de différence de marche. J'ai zappé des histoires sur les réflexions. J'aurais dû faire plus simple que ce que j'ai fait. Donc, moralement, l'idée, c'est que les réflexions, ça peut changer ça peut décaler l'onde, si tu veux. Si tu as une onde qui arrive sur un obstacle et qui se fait réfléchir par cet obstacle, elle en ressort décalée d'une demi-longueur d'onde. Donc c'est pour ça que ça annule l'autre demi-longueur d'onde que j'ai évoquée. Mais c'est des détails, en fait, j'aurais pas dû rentrer dans autant de détails. C'est des détails un peu superflus. C'est expliqué dans le poly proprement si tu veux revenir dessus, mais c'est pas super important à savoir. Sur le dessin, ça se voit, genre, c'est là où il y a les nœuds et les... Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est vraiment à retenir, c'est ces dessins-là. C'est de savoir retrouver la condition comme ça. C'est que tu veux que tu aies un nœud de chaque côté, que tu veux une interférence destructive de chaque côté. Et donc, ça force à avoir des zéros. Et vu que tu sais que c'est un sinus entre les deux, tu trouves qu'il faut un nombre entier de demi-longueur d'onde dans ta distance L. Mais c'est vraiment graphiquement qu'il faut le retrouver en sens schéma. Si vous avez d'autres questions. Ouais, si vous avez d'autres questions, allez-y, hein, c'est le moment. T'as parlé des TD, oui. Oui, C'est bon, j'ai tout compris.
Franchement, vous mentez. Tu veux qu'on aille se présenter à la caméra, Loïs? D'accord. On ira pas se présenter à la caméra alors. Si vous voulez vous présenter, vous pouvez. Ah ouais, on a la régie qui arrive. On verra plus les questions. La régie, c'était nous. Voilà, c'est nous qui répondions mal à vos questions. Et qui gèrent mal la caméra. Et si vous avez d'autres questions, voilà, c'est le moment où on laisse du temps un peu à la fin du cours si, Ouais. si vous avez des questions. Et s'il y a des choses pas claires dans le poly de cours, La- il y a toujours la possibilité de poser des Oui, questions oui, sur carrément. le Discord. On sera assez Le réactifs. Discord est super actif. La question, est-ce qu'on a réellement une chance si on n'a pas été préparé avant? C'est ça la préparation. Si vous lisez les polis et que vous faites les exos, vous avez carrément une chance, en tout cas au moins d'aller à la semaine expérimentale, et c'est une expérience vachement cool. Donc non, vraiment tentez le coup. En vrai, c'est un examen vraiment différent de ce que vous faites d'habitude. Je ne suis pas rentré dans le détail du test de présélection, mais il y a une grosse partie QCM où c'est des petits raisonnements physiques un peu malins à faire, puis après quelques exos. Mais non, si vous faites les exos qu'on vous donne, vous serez largement assez préparé, il n'y a pas de souci à ça. Hein. Franchement, il n'y a personne qui s'est préparé depuis des années à ça. Les gens découvrent la physique olympique en terminale, pour ceux qui ont la chance de le découvrir. Mais personne en fait depuis le collège de manière intensive. Hein. Vous partez du même endroit que tout le monde. Hein. Ouais, sur le site, il y a le lien du Discord et du poly. Le poly, il n'est pas encore sur le site, on va le mettre ce soir. Mais le lien du Discord est déjà dessus. Ouais. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter. La semaine prochaine, c'est la séance de relate, donc vous verrez un peu de relativité. Et vous avez restreinte. quelqu'un d'autre. Et il y aura quelqu'un d'autre, hein, c'est quelqu'un d'autre qui font les cours à chaque fois. Donc revenez même si j'étais catastrophique. Ouais, il y a le programme complet des séances sur le site aussi, si vous voulez voir un peu en avance ce qui vous intéresse pour venir. Faut que je recule. Coupé à la caméra. Recule. Ok, j'étais pas dedans. Mais ouais, allez regarder sur le site les séances. La semaine prochaine, c'est relativité restreinte. Les exos, faut préciser. Ouais, les exos, c'est aussi sur le site. C'est pareil, on les mettra ce soir avec le poly. Il y aura des jolies petites fiches toutes faites. Moi, je suis pas élève à Polytechnique, il y a des gens de Polytechnique dans le Discord, si c'est ça la question. Mais nous, on est à l'ENS, à l'École Normale Supérieure à Paris. Toi, t'es. Enfin, moi, je suis même plus élève, je suis doctorant, mais je suis toujours là. La régie est La régie est élève. le prochain prof. Ouais, le prochain prof est élève aussi. Je suis le seul doctorant du cours. T'es le vieux. Ouais, je suis le vieux. C'est le président aussi. Vous avez fait quelle prépa? Vas-y, raconte ta vie, Victor. Et moi, j'ai fait la prépa de Louis le Grand. J'ai fait MP, Louis le Grand, voilà. Ouais, vous salue dans l'assemblée. Mais je suis pas le seul ici pourtant. Mais... Tu fais MP? Ah, MP, je sais pas. Mais... Si, t'es le seul. Ouais, MP, je suis peut-être le seul. Ouais. Allez, te dis, c'est pas récent. Mais voilà. Mais Ouais, la prépa fait pas tout. oui, non, la prépa fait pas de sans blague. Ouais, vous matrixez pas avec ça non plus. Hein. Bouger la caméra. Bon. Bah, la semaine prochaine alors. Hein. Bah, c'est le moment de recadrer la caméra. C'est un peu tard. Mais ouais, bah, j'espère que vous avez compris quelque chose, même si c'était pas évident. Le poly est mieux foutu que ça, et au moins que ça vous a donné envie de comprendre un peu comment ça marche, et que vous prendrez le temps d'essayer de regarder ça. Merci. Merci. Bisous. Attends, comment on fait Non, mais attends, d'abord, je fais fin de live. Hop. Et le temps. Hop. En fait, parce qu'on n'y est pas. Enfin, je sais pas. Oui, non, mais j'avais. Il n'y a pas de temps de live. Stop streaming.